Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Emily Johnson. J'ai 31 ans. Un mardi matin de mars, je suis entrée dans ma succursale bancaire, celle de la rue Calloway, avec le carrelage fissuré près de l'entrée que personne n'a jamais réparé, pour me renseigner sur un virement bancaire que je n'avais pas autorisé. La caissière fixa son écran un long moment. Puis elle me regarda. Puis de nouveau l'écran. « Madame Johnson », dit-elle doucement, « le solde de votre compte est de 42 $. L'agence était animée. Derrière moi, un homme se plaignait de son taux d'intérêt hypothécaire. Une enfant avait le visage collé à la vitre du bonbonnier posé sur le comptoir. La lumière fluorescente au-dessus du second guichet clignotait d'un rythme qui aurait dû être agaçant, mais qui était devenu presque musical. Je me souviens de tout cela avec une clarté parfaite. Car lorsque le monde se dérobe sous vos pieds, votre cerveau se met à cataloguer tout ce qui vous entoure comme si la sensation elle-même était la seule chose encore fiable. 42 $. Il y a 11 mois, ce compte contenait 63 417 $. Une somme que j'avais économisée avec soin pendant 6 ans. Une somme que j'avais constituée grâce à des contrats de freelance, des week-ends passés au silence et des vacances sacrifiées. Une somme qui représentait, dans sa forme la plus pure, toutes les facettes de moi-même que j'avais discrètement sacrifiées pour bâtir un avenir auquel je croyais. 42 $. J'ai regardé la caissière. J'ai hoché la tête une fois. J'ai dit « Merci » et je suis sortie. Ce que mon mari ignorait, ce que personne ne savait, c'est que j'avais déjà tout changé 2 semaines auparavant. Et j'attendais. Tout simplement. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une question. Et je le pense sincèrement. Sans aucune prétention. Avez-vous déjà vécu une relation mariage, amitié, partenariat où vous vous êtes effacé, pour que l'autre se sente valorisé, où vous avez gardé le silence parce que vous vous disiez qu'aimer c'était ne pas compter les points. Si cela vous parle, je vous invite à poursuivre votre lecture. Car cette histoire ne se résume pas à un homme qui a volé sa femme. Elle raconte ce qui arrive à une femme qui, après des années passées à être sous-estimée, décide enfin de ne plus se laisser rabaisser. D'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Car ce que je vais vous raconter s'est passé dans une ville tout à fait ordinaire. Dans une vie tout à fait ordinaire, et je soupçonne que cela vous semblera plus proche de votre réalité que vous ne le pensez. Laissez-moi vous dire qui les gens pensaient que j'étais. Marcus me décrivait souvent à ses amis comme la discrète. Du genre, vous connaissez ma femme. C'est la discrète. Il le disait avec une sorte de condescendance affectueuse. Comme on décrirait un chat d'intérieur. Ce n'était jamais méchant. À proprement parler. C'était pire. Du mépris déguisé en affection. Les femmes de ses amis étaient avocates, organisatrices d'événements. Et il y avait une certaine Rochelle qui dirigeait une agence de relations publiques de taille moyenne et portait des blasés comme des armures. Elle parlait vite, riait plus fort que leur mari, commandait du vin au verre et débattait de tout et de rien. J'étais chercheuse UX indépendante. Je travaillais de chez moi. Je portais des couleurs douces. Je m'exprimais par phrases complètes et je n'avais pas besoin d'imposer ma présence pour me sentir en sécurité. Dans l'entourage de Marcus, j'étais donc discrète. J'étais celle qui s'occupait de sa maison, qui corrigeait ses présentations et qui veillait à ce qu'il y ait toujours des serviettes propres. Ce qu'ils ignoraient, ce que Marcus avait apparemment oublié, c'est que j'étais moi aussi titulaire d'un master en économie comportementale. Que j'avais bâti de A à Z l'architecture financière de notre foyer. Que ce calme, qu'ils interprétaient tous comme de la passivité, n'était en réalité qu'une concentration tranquille. Une maîtrise de soi. Comme une rivière qui paraît immobile juste avant de se rétrécir. Cette distinction est importante. Souvenez-vous-en. Marcus et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans. Il avait ce charme si particulier que certains hommes possèdent. Un charme naturel. Et donc, d'une manière dangereuse. Il avait du goût. Un rire communicatif.
Et il posait des questions alors que la plupart des hommes de son âge attendaient encore leur tour pour parler. Je me suis dit que cela signifiait quelque chose. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard lors d'une cérémonie intime. Mon père a pleuré. Marcus a porté un toast qui a donné à tous les présents l'impression d'assister à une scène de film. Pendant les 2 premières années, nous formions une équipe. Je développais mon activité de freelance. Il gravissait les échelons dans la promotion immobilière commerciale. Nous avions un compte joint, des comptes individuels et un compte d'épargne commun que j'avais structuré moi. La discrète selon un système d'épargne à paliers que j'avais moi-même conçu. Chaque euro avait une destination précise. Chaque mois, une marge était prévue. Je connaissais nos chiffres par cœur, comme certains apprennent les paroles d'une chanson par cœur. Sans effort, sans même y penser. C'était tout simplement naturel chez moi. Puis Marcus a été promu. Et quelque chose a changé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce genre de choses n'arrive jamais en un jour. C'est arrivé comme l'érosion. Imperceptiblement. Puis soudainement. Il a commencé à prendre davantage de responsabilités. Il s'occupait de l'assurance auto. Des discussions sur le portefeuille d'investissement. Des réservations au restaurant. Il disait que c'était parce qu'il voulait assumer une plus grande part de la charge. Je l'ai laissé faire. J'étais occupé. Je développais simultanément 3 relations clients et je terminais un rapport de projet. Je me disais que la répartition des tâches était saine, que la confiance était le fondement d'un partenariat. Ce que je n'avais pas encore remarqué, c'est qu'il ne portait pas une plus grande partie de la charge. Il obtenait un meilleur accès. Il y a une différence. Il m'a fallu 4 ans pour la comprendre. Le schéma de ce qu'il faisait m'est apparu lentement. Puis d'un coup, comme ces illusions d'optique où l'on fixe une forme pendant 30 secondes et soudain, on ne peut plus s'empêcher de voir le visage caché à l'intérieur. La première chose qui m'a interpellée était un détail. Un prélèvement automatique pour un service inconnu. J'en ai parlé à Marcus. Il m'a dit que c'était une affaire professionnelle, qu'il s'en occuperait et que je n'avais pas à m'inquiéter. J'ai noté ça mentalement et je l'ai rangé dans le tiroir où je conserve les choses qui me paraissent suspectes, même sans preuve concrète. Deuxièmement, je vérifiais nos déclarations fiscales trimestrielles. Je préparais toujours la première version avant que notre comptable ne la relise, et j'ai remarqué une anomalie dans les revenus déclarés des projets annexes de Marcus. Il effectuait des missions de conseil indépendantes, en plus de son emploi principal. Le montant indiqué était inférieur à celui qu'il avait mentionné lors de nos conversations. Pas une différence énorme, juste assez pour être perçu comme une légère variation. Je lui en ai parlé. Il me l'a expliqué sans difficulté. Une histoire de calendrier. Un client qui devait payer le trimestre suivant. À première vue, ça semblait plausible. Cette phrase, qui paraissait logique au premier abord, est une phrase à laquelle je suis revenu à maintes reprises par la suite. La troisième chose n'était pas négligeable. En septembre dernier, je cherchais un document précis dans notre bureau à domicile, un ancien contrat avec un client que je recontactais et j'ai trouvé. Dans un dossier censé contenir nos papiers d'assurance. Un relevé bancaire imprimé d'un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Un compte personnel. Au nom de Marcus uniquement. Le solde indiqué sur ce relevé était de 41 000 $. Je suis resté immobile dans cette pièce pendant longtemps. J'ai remis le document exactement à sa place. J'ai fermé le dossier. Je suis retourné à mon bureau. Et je suis resté assis là pendant 2 heures. Non pas en panique, je tiens à être très précis sur ce point, mais en train de me recentrer. Car la panique est un luxe qu'on ne peut se permettre quand on est la seule personne à comprendre ce qui se passe réellement. Je ne m'en rendais pas encore pleinement compte. Mais c'est à ce moment précis que tout a basculé. Bah lui. Moi. Permettez-moi de vous dire ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé ma sœur pour lui décrire ce que j'avais trouvé d'une voix qui aurait pu l'alerter. Je n'ai pas commencé à dormir au bord du lit. Ni arrêté de préparer le dîner. Ni fait quoi que ce soit qui
dans une autre version de cette histoire, lui aurait fait comprendre que la situation avait changé. Je suis restée la plus discrète. J'ai simplement changé ce que je faisais de ce silence. La nuit où j'ai découvert ce document. Après que Marcus se soit endormi, je suis retournée au bureau et j'ai photographié chaque page avec mon téléphone. J'ai créé un dossier sur un compte cloud hébergé sur un appareil dont il ignorait l'existence. Un ordinateur portable secondaire que j'utilisais pour le travail pour mes clients et qui ne l'avait jamais intéressé. Car il trouvait mes recherches fastidieuses et abstraites. J'ai donné au dossier un nom anodin. Et j'ai commencé à le remplir. C'est à ce moment précis que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur ma façon de fonctionner. Je ne suis pas impulsive. Je ne l'ai jamais été. Mon travail consiste précisément à comprendre le comportement humain. Pourquoi les gens font les choix qu'ils font? Quels systèmes produisent quels résultats? Comment de petites décisions de conception créent de grands schémas comportementaux? Je consacre ma vie professionnelle à cartographier l'architecture invisible de la prise de décision. Il serait presque ironique, compte tenu de tout cela, d'avoir pris une seule décision chaotique et émotionnelle à ce moment précis. Alors, à la place, j'ai élaboré un plan. Le plan comportait 3 phases. Je vais vous les détailler. La première étape consistait à documenter les opérations. Pendant les 6 semaines suivantes, j'ai dressé un tableau complet des finances de notre foyer. Non pas de mémoire, mais à partir de preuves concrètes. J'ai demandé des relevés pour tous les comptes auxquels j'avais un accès direct. J'ai examiné les déclarations de revenus des 5 dernières années. J'ai recoupé les virements bancaires avec les dates du calendrier. J'ai établi une chronologie précise et annoté de chaque mouvement financier qui ne s'expliquait pas clairement. Ce que j'ai découvert n'était pas subtil une fois que j'ai su où chercher. Depuis environ 14 mois, Marcus retirait systématiquement de l'argent de notre compte d'épargne commun mon compte, celui que j'avais constitué et alimenté de manière disproportionnée car ses revenus étaient plus irréguliers. Les retraits étaient d'un montant inégal, mais toujours effectués à la même heure. Juste en dessous du seuil déclenchant les alertes bancaires automatiques. Aucun montant individuel n'était suffisamment élevé pour être alarmant. Mais cumulé sur 14 mois, il représentait un peu plus de 60 000 $. 60 000 $. Et ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était la destination. Ces fonds n'avaient pas été déposés sur son compte secret. J'ai remonté la piste en analysant les schémas, le calendrier. Et grâce à un travail de recoupement qui exige patience et compétences très pointues jusqu'à une entité commerciale dont je n'avais jamais entendu parler. Une solde de promotion immobilière, enregistrée dans un état où nous n'avions jamais vécu. Co-enregistrée sous un nom qui m'était inconnu. Je vous demande de bien réfléchir à cela un instant. Il ne dépensait pas l'argent. Il construisait quelque chose. Quelque chose qu'il avait délibérément bâti en dehors de notre mariage. À mon insu. Avec mon propre argent. Cette phrase est importante. Elle change complètement la donne pour tout ce qui a suivi. La deuxième phase consistait en la préparation juridique. Je l'ai menée avec calme et rigueur, en faisant preuve de la discipline de quelqu'un qui comprend que le but n'est pas l'émotion, mais le résultat. J'ai trouvé une avocate spécialisée en droit de la famille grâce à une recommandation si indirecte qu'elle n'aurait jamais pu remonter jusqu'à moi. Une femme nommée Patricia, qui portait des lunettes de lecture à chaînettes et dont l'attitude était si calme et factuelle qu'on aurait presque cru parler à un architecte. Je l'ai rencontrée 2 fois avant d'en parler à Marcus. Je lui ai remis le dossier. Je lui ai expliqué la chronologie des événements. Je lui ai tout donné. Elle me regarda par-dessus ses lunettes de lecture avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. « Madame Johnson, dit-elle, c'est exceptionnellement minutieux. »« Je sais, ai-je dit. La plupart des gens viennent avec un sentiment. » A-t-elle dit. « Et vous, vous êtes venu avec un dossier. » Ce n'était pas un accident. Patricia m'a expliqué mes options. Dans notre État, les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens matrimoniaux.
quel que soit le compte sur lequel ils sont détenus. La SOL, le compte caché, l'historique des transferts, tout cela serait susceptible d'être découvert lors d'une procédure de divorce. Tout était pertinent. J'avais déjà tout documenté, ce qui signifiait que la procédure de découverte serait, pour Marcus, une très mauvaise surprise plutôt qu'une enquête progressive. Mais voici ce que j'ai aussi fait. Dans la deuxième phase, que Patricia ne m'avait pas conseillé de faire. Quelque chose qui nécessitait un autre type de connaissance. J'ai appelé ma banque. Pas la banque commune. Ma banque, celle où j'avais un petit compte personnel que j'ouvrais depuis avant notre mariage. Un compte dont Marcus connaissait l'existence, mais qui ne l'avait jamais intéressé car son solde était toujours modeste et, par conséquent, il ne lui paraissait pas important. J'ai eu une conversation informelle avec un spécialiste des enquêtes sur la fraude. Cette conversation, à titre exploratoire, était formulée comme une question plutôt que comme une plainte. Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert et lui ai fourni des documents. J'ai également demandé quelles étaient les options possibles. Ce que j'ai appris lors de cette conversation était très intéressant. Et ce qui s'est passé ensuite, 2 semaines plus tard, n'était pas un hasard. N'oubliez pas cela. Durant les semaines séparant la phase 2 de la phase 3, j'ai continué à faire comme si de rien n'était avec une précision qui, rétrospectivement, me paraît être l'une des choses les plus exigeantes que j'ai jamais faites. J'ai préparé le dîner. J'ai assisté à l'anniversaire du collègue de Marcus, celui qui a une grande maison et des enfants parfaitement assortis. J'ai souri au bon moment et posé les bonnes questions. Et personne ni Marcus, ni Rochelle avec ses vestes, ni aucune des personnes présentes qui m'avaient cataloguée comme figurante ne s'est douté de rien. Durant cette période, Marcus se montra d'une attention presque inhabituelle. Était-ce par culpabilité, par intuition, ou simplement l'oscillation naturelle d'un homme qui avait appris à maîtriser ses perceptions? Je n'en ai jamais vraiment eu la certitude. Il m'a apporté des fleurs une fois, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il m'a proposé un week-end. J'ai décliné le voyage poliment et sans explication. J'ai dit que j'avais une échéance à respecter pour un projet. Il l'a accepté sans difficulté. Bien sûr, je l'avais habitué, au fil d'années de fiabilité discrète, à ne jamais s'attendre à aucune friction de ma part. Et c'est ainsi qu'il n'a rencontré aucune friction. Il a bénéficié exactement de ce que j'avais décidé de lui offrir. Une surface si lisse qu'il ignorait tout de ce qui se tramait en dessous. La troisième phase consistait à synchroniser le timing. Ce moment est arrivé non pas parce que je l'avais provoqué, mais parce que je m'étais si bien préparé que lorsque l'élan naturel de son propre comportement a créé une ouverture, j'étais tout simplement prêt à la saisir. Marcus se préparait à conclure un important projet immobilier, le plus important de sa carrière. Il en parlait depuis des mois. Un projet commercial, impliquant plusieurs investisseurs, le genre d'opération qui aurait nécessité des ressources financières considérables. Il préparait activement une présentation à ses principaux investisseurs, une réunion pour laquelle il s'était préparé avec acharnement. Ce qu'il ignorait, c'est que l'une de ses investisseuses, une femme nommée Sandra Chen, qui détenait la participation la plus importante dans le projet de partenariat, possédait un réseau professionnel qui recoupait, à un degré de distance que j'avais discrètement confirmé, le mien. Pas directement. Pas de façon évidente. Mais il existait. Je n'ai pas contacté Sandra directement. Je tiens à être précis sur ce point. Ma démarche a été plus simple et plus ciblée. J'ai déposé une plainte officielle pour fraude auprès de ma banque, en joignant 6 semaines de documentation, une chronologie annotée de 12 pages et une lettre officielle de Patricia exposant le cadre juridique. Cette plainte a déclenché une enquête interne. J'y ai collaboré discrètement pendant 2 semaines avant que Marcus ne se rende à la banque pour effectuer un virement en vue de sa présentation aux investisseurs. Cette enquête a abouti au gel de tous ses comptes dans cet établissement, y compris le compte secret, les virements liés à la SOL. Absolument tout. Le matin de sa réunion avec les investisseurs,
Je n'ai pas planifié cet horaire à la minute près. Mais je savais que la réunion avait lieu. Et j'ai déposé ma demande au moment voulu. J'étais à la maison quand il a appelé. J'étais assis à mon bureau. J'avais une tasse de thé. Mon deuxième ordinateur portable était ouvert et je relisais un rapport client sincèrement. Sans aucune prétention. Le travail était bien réel. Le calme était bien réel. J'avais suffisamment avancé dans ce processus pour avoir dépassé l'adrénaline et atteint cette clarté qui survient lorsqu'on a tout fait correctement et qu'on attend simplement que les lois de la physique fassent leur œuvre. Mon téléphone a sonné. Marcu. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Il y a un problème avec mes comptes. Sa voix était tendue d'une manière particulière, pas encore paniquée, mais crispée. Le ton d'un homme qui se heurte à un obstacle qu'il croit temporaire. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé. Tout est bloqué. Je n'ai accès à rien. Je suis à la banque, juste devant la salle de réunion. Et je ne peux pas, il s'interrompit. Emily, il faut que tu appelles pour clarifier quelque chose. Il a dû y avoir une erreur. Je vais me renseigner. Ai-je dit? Je n'ai pas appelé la banque. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard. Sa voix, auparavant crispée, était devenue plus rauque. Ils disent qu'il y a une enquête. Emily, qu'est-ce que c'est? Tu sais quelque chose à ce sujet? Et voici le moment. Juste ici. C'est là que, dans une autre version de cette histoire, la femme pleurerait, exploserait, ou prononcerait un discours poignant. Là qu'elle déverserait 14 mois de chagrin et de trahison dans un torrent incontrôlable. Je n'ai rien fait de tout cela. Marcu, dis-je, sur le même ton que j'utilise avec mes clients lorsque je leur présente des résultats de recherche inattendus. Je pense que vous devriez appeler un avocat. Silence. Non pas le silence confortable de deux personnes qui se connaissent. Le silence d'un homme qui vient de voir le sol sur lequel il se tenait comme une surface. Et non comme un fondement. Emily, la réunion avec les investisseurs. Ai-je dit? Je suis désolée pour le timing. Je vous laisse partir. Et j'ai mis fin à l'appel. Je veux vous parler des 48 heures qui ont suivi. Car elles importent, non pas pour ce qui a été dramatique, mais pour ce qui a été calme. Marcu est rentré ce soir-là. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, cette même table où nous avions partagé d'innombrables dîners, et il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. C'était le regard d'un homme confronté à quelque chose qu'il n'avait absolument pas réussi à cerner. Il s'était fait une image de moi, la discrète. La femme en retrait. Celle qui gardait des serviettes propres. S'occupait de ses impôts et n'avait pas besoin d'imposer sa présence, et cette image venait de se révéler lamentable. Il ne savait pas par où commencer. Alors j'ai commencé. J'ai trouvé le relevé en septembre. Ai-je dit? Le compte dont vous ne m'avez pas parlé. Il ouvrit la bouche. J'ai les relevés de transfert. Dis-je. Pour les 14 derniers mois. La Sol est immatriculée dans le Delaware. Le co-titulaire s'appelle David Manche. Et je connais l'activité de l'entreprise. Je fis une pause. Patricia a des copies de tout. Qui est Patricia? Mon avocat. Un autre silence. Je ne peux rien faire pour arrêter l'enquête bancaire. Ai-je dit? Patricia affirme que la procédure judiciaire suivra son cours. Mais il y a plusieurs issues possibles. Marcu. Et certaines sont bien plus difficiles pour vous que d'autres. Je tiens à ce que vous compreniez que je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là pour aller jusqu'au bout. Il m'a longuement regardé. Vous aviez tout planifié, dit-il. Non pas comme une accusation, mais presque comme une déclaration d'étonnement. J'ai documenté la vérité. Ai-je dit? Il y a une différence. Voici ce qui s'est passé au cours des semaines suivantes. La réunion avec les investisseurs de Marcu ne s'est pas déroulée comme prévu. Sandra Chen et ses associés ont été informés de l'enquête. Conformément à la procédure de vérification préalable habituelle que tout investisseur averti effectue lorsqu'une irrégularité financière concernant un associé est constatée.
L'opération a été reportée en attendant l'examen du dossier. Elle pourrait ne pas y résister. L'audit comptable mené par la banque a confirmé les éléments déjà mis en évidence dans mes documents. Les fonds transférés de notre épargne commune sur une période de 14 mois constituaient des biens matrimoniaux. La SOL, bien que juridiquement distincte, a été créée selon un schéma de transfert relevant de la fraude financière au regard du droit familial de notre État. Marcu a engagé son propre avocat. Il y a eu des discussions, puis des négociations, puis un accord cadre que Patricia m'a aidé à élaborer avec la même précision discrète que celle dont j'avais fait preuve lors de la rédaction des documents. Je ne détaillerai pas les termes précis de l'accord. Je peux simplement vous dire qu'il était satisfaisant. Plus que satisfaisant. La personne calme avait une idée très précise de ce à quoi ressemblait ce qui était adéquat. Il y a quelque chose que je veux vous raconter à propos de ce moment à la banque. Pas le moment avec le guichetier, mais celui sur le chemin du retour. Ce matin de mars, après qu'on m'ait annoncé que mon solde était de 42 $. Je suis restée assise dans ma voiture, sur le parking de la banque, pendant une dizaine de minutes. Je ne pleurais pas, j'avais déjà pleuré en secret. Des semaines auparavant. Dans la salle de bain. Porte verrouillée et douche ouverte. Ces larmes étaient réelles et nécessaires. Et je ne vais pas prétendre que ce n'était pas dévastateur de faire le deuil d'un mariage, d'un avenir et d'une confiance qui s'était avérée être, d'une certaine manière, une performance pour laquelle je n'avais pas auditionné. Mais assis sur ce parking, je ne faisais pas mon deuil. Je faisais autre chose. Je me sentais, pour la première fois depuis longtemps, exactement moi-même. Je suis économiste comportementaliste. Je comprends les systèmes. Je comprends que les comportements ne sont pas aléatoires, que les schémas ne sont pas le fruit du hasard, que les structures que nous bâtissons, structures financières, structures relationnelles, l'architecture invisible des relations entre deux personnes, finissent par révéler leur logique sous-jacente. Inévitablement. Parfois de façon catastrophique. Mais toujours avec vérité. Marcu avait bâti un système fondé sur une erreur de jugement. Cette erreur, c'était moi. Il avait pris mon silence pour de l'absence. Il avait pris ma patience pour de la passivité. Il avait interprété ma volonté de porter des choses sans me plaindre comme la preuve que je manquais d'instinct de survie. Il n'était pas le premier à commettre cette erreur. Il était la dernière personne à le faire. Rochelle m'a appelé 3 semaines après l'échec de la réunion avec les investisseurs. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai répondu. Emily, dit-elle, je voulais te contacter. J'ai entendu une partie de ce qui s'est passé et je voulais juste te dire, elle marqua une pause. Je ne crois pas que l'un d'entre nous ait vraiment compris ce que tu traversais. Non, ai-je répondu. Sans hostilité. Vous ne l'avez pas fait. Un petit silence. Si jamais tu as envie d'aller prendre un café, dit-elle, j'en serais ravie. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et je le pensais vraiment non pas par artifice, mais comme l'expression sincère d'une véritable incertitude quant à la suite de ma vie. J'avais 31 ans et, à bien des égards, je recommençais à zéro. J'avais un accord à l'amiable, un portefeuille de clients, un dossier de documents stockés dans le cloud et une vision très claire de qui j'étais. La plupart du temps, cela me semblait suffisant. Il y a encore une chose que je veux vous dire. Environ un mois après que tout ait été officialisé, je suis retournée à cette agence bancaire de Calloway Street. Non pas par nécessité, ni pour une quelconque formalité. J'y suis allée parce que j'avais une opération à effectuer. Un dépôt. Un vrai dépôt. Le premier versement de l'indemnisation sur mon compte personnel. Et, à vrai dire, j'imagine aussi que j'avais envie de me retrouver dans ce lieu. Avec des informations différentes de celles que j'avais eues lors de ma précédente visite. La tuile fissurée était toujours là. Le néant au-dessus du deuxième guichet clignotait toujours au même rythme. Le bonbonnier était toujours là. Je me suis présentée au même guichet. Un autre caissier cette fois. Un jeune homme aux cheveux soigneusement coiffés. J'ai effectué mon dépôt.
Il l'a traité et m'a remis un reçu indiquant mon nouveau solde en bas. Je l'ai lu une fois. Je l'ai plié et mis dans la poche de ma veste. Passez une bonne journée, dit-il. Merci, ai-je dit. Je le ferai. Et je suis sorti dans la lumière ordinaire de mars et j'ai pensé aux $42 et à la version de moi-même qui s'était tenue au même endroit 6 semaines plus tôt. Avec un chiffre sur un écran et une compréhension très claire de ce qu'elle devait faire ensuite. Elle l'avait déjà fait. Si vous regardez ceci, et que vous vous trouvez dans une version de cette histoire quelle qu'elle soit, à n'importe quel stade, je veux que vous entendiez ceci clairement. Les discrets ne sont pas les absents. Les calmes ne sont pas les faibles. Ceux qui ne manifestent pas leur souffrance en public ne sont pas ceux qui manquent de la force nécessaire pour y faire face. Parfois, l'action la plus puissante est invisible. Parfois, le coup le plus dévastateur est celui que personne ne voit venir. Car personne n'y prêtait suffisamment attention pour comprendre que vous en étiez capable. J'en ai toujours été capable. J'ai tout simplement dû arrêter d'expliquer ça à des gens qui n'écoutaient jamais vraiment. Je m'appelle Emily Johnson. J'ai 31 ans. Je suis économiste comportementale et chercheuse indépendante. Je tiens des registres très précis et j'aborde les situations à forts enjeux avec une patience délibérée. Et je suis, pour la première fois, depuis très longtemps exactement là où je voulais être. Si cette histoire vous a marqué, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous portez un lourd fardeau en ce moment, si vous êtes plongé au cœur d'une situation dont vous n'avez pas encore saisi toute la complexité, persévérez. Restez concentré. Restez silencieux. La rivière qui paraît immobile ne l'est pas. La pression monte,